Donc c'est une transition qui s'effectue malheureusement lors d'une période critique de la vie d'une personne, c'est-à-dire durant l'adolescence. Alors, l'adolescence qui est une période critique, parce que c'est une période de changement, c'est une période de métamorphose. Ce n'est pas un simple passage entre l'enfance et l'adolescence, c'est vraiment un processus, tout se passe à l'adolescence. Alors on dit souvent à tort que l'adolescent est un petit adulte ou un grand enfant, ou qu'il est à la fois un enfant et un adulte, alors que non, il n'est plus un enfant et il n'est pas encore un adulte. Ce n'est pas un état, c'est vraiment un statut, une identité d'être adolescent. Donc l'adolescence, comme vous le savez, c'est la période de la puberté, du développement pubertaire. C'est une période où il y a une quête d'identité, et le sujet commence à vouloir s'affirmer, il commence à transgresser tout ce qui est autorité parentale ou de ses professeurs. Il commence à vouloir être autonome. Vous m'entendez comme ça? Donc à être autonome, et comme vous savez, chez l'adolescent, il y a beaucoup d'ambivalence. D'un côté, ils veulent être autonomes et utiliser l'argent des parents pour ça. Donc d'un côté, ils sont très altruistes, ils veulent aider. D'un autre côté, ils ont un côté très égoïste. C'est aussi la période des conduites à risque. C'est des recherches de sensations, la nouveauté, etc. C'est la période de la pensée formelle. Ce n'est plus la pensée concrète. Je vois les choses, je pense les choses. Je commence à raisonner, je commence à juger. Il commence à se désintéresser des parents, s'intéresser plus à ses pairs, ceux qui ont le même âge que lui. Et bien sûr, l'apparition pour lui, heureusement et malheureusement, de la sexualité. Vous allez voir pourquoi. Donc il y a deux notions importantes à connaître chez l'adolescent. Première notion, c'est le passage à l'acte. Deuxième notion, c'est la dysrégulation émotionnelle. On va commencer par le passage à l'acte. Donc durant l'adolescence, vous avez une opposition caractéristique entre la conduite agie et la conduite mentalisée. C'est-à-dire que l'adolescent s'exprime, il exprime tous ses conflits, toutes ses émotions par le passage à l'acte, pas par la verbalisation, la mentalisation. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'agir n'est pas spécifique d'un adolescent qui est malade, c'est spécifique de tout adolescent. Il passe à l'acte, ce n'est pas quelqu'un qui mentalise encore. Il va y accéder un peu plus tard. Pour la régulation émotionnelle, nous, adultes, normalement, on arrive tous à réguler nos émotions. Par exemple, si juste avant de présenter cette intervention, j'ai été très fortement contrariée, mais j'ai mis en place des mécanismes de défense pour pouvoir gérer mes émotions et vous parler maintenant. Par contre, l'adolescent ne pourra pas le faire. Donc, quelques définitions. C'est quoi une émotion? C'est une réaction affective de base. Lorsqu'il y a une stimulation, on va réagir par une émotion. Normalement, les adultes ont la capacité de les réguler. Je dis bien normalement. On sait très bien qu'il y en a qui ne les régulent pas par la suite. Mais normalement, on est capable de les réguler et d'avoir un comportement adapté. Par contre, l'adolescent ne peut pas réguler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir par le passage à l'acte. Alors, qu'est-ce que l'adolescence? C'est une question qui est très difficile parce que les définitions sont très imprécises, très floues, mais on va essayer d'en parler. Alors, ce que j'aime beaucoup, il y a une image, c'est celle du cocon, de la chenille qui va devenir papillon. D'accord? C'est vraiment une métamorphose. Vous avez vraiment un changement durant cette période. Vous avez aussi Françoise Dolto qui a comparé l'adolescence au complexe du homard. Vous savez que le homard, il perd sa carapace et il devient très vulnérable à cette période. Il prend un petit peu de temps pour reconstruire sa carapace. C'est pour ça qu'on dit que l'adolescent, même s'ils ont l'air agressifs, impulsifs comme ça, mais ils sont très vulnérables et très fragiles. Et en tant que soignant, on peut avoir une réaction de contre-transfert, avoir même une agressivité envers eux quand on les voit comme ça agressifs. Alors pourquoi est-ce qu'elle est difficile aussi à définir l'adolescence? Parce qu'on ne sait pas elle commence quand, elle finit quand. Avant on disait 15-18 ans, maintenant on dit 12-24 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Là. Il y a la dimension biologique, la dimension cognitive, psychique, sociale et juridique. Alors on va commencer par la dimension biologique. Elle débute quand on commence à avoir les changements corporels, donc la puberté, et elle est censée se terminer quand on se marie et qu'on a le premier enfant. C'est la dimension biologique. La dimension cognitive, elle commence quand l'adolescence commence quand il y a la pensée abstraite. On n'a plus besoin de voir la chose pour commencer à raisonner. On peut ne pas voir et commencer à en parler. Et elle se termine quand l'adolescent commence à juger et à raisonner correctement. Là, on devient un adulte. Vous avez la dimension psychique identitaire.
Alors, c'est là, quand il commence à avoir ses premiers secrets, première tentative d'affirmation de soi, il commence à s'affirmer, je pense ça, non, je ne suis pas d'accord. Je ne parle pas des 18 mois quand le bébé dit non, hein. Là, c'est vraiment un petit adulte comme ça qui commence à dire non, j'ai pas envie de ça, il commence à s'affirmer. Quand est-ce qu'elle se termine? Pour la dimension identitaire et psychique, c'est quand le sujet est indépendant, qui s'affirme et qui commence à être autonome financièrement et qui peut avoir des responsabilités sur la vie professionnelle, être en vie de couple, etc. La dimension sociale, c'est quand on commence à se construire socialement indépendamment de sa famille. On commence à avoir des amis autres que sa mère, que son père, que ses frères et sœurs. Elle se termine quand on a accès à la maîtrise de soi, avec l'exercice des pouvoirs et des responsabilités envers les autres, donc famille, milieu professionnel, etc. La dimension juridique, elle commence quand? C'est quand les parents ont le droit juridiquement de laisser leurs enfants seuls à la maison, sans étiqueter d'être négligents. En général, c'est vers 12 ans. Je pense que certains laissent leurs enfants avant, mais normalement, avant 12 ans, c'est irresponsable de le faire. Ça se termine quand? L'âge de la majorité, on va dire juridiquement, c'est quand il y a le droit de vote. Alors, être adolescent, et c'est important d'avoir en tête dans votre relation médecin-malade, c'est que l'adolescence ne peut pas se dérouler sans qu'il y ait souffrance psychologique. Une adolescence qui se passe de façon trop plate, trop sucrée, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Vous voyez cet adolescent qui est spectateur maintenant de son corps, qui se métamorphose, il commence à être sexué. Alors c'est comme un théâtre et lui il est en train de s'observer comme ça. Est-ce que vous pensez que ça peut ne pas générer de souffrance? Donc il faut avoir ça en tête. Vous avez un adolescent, c'est pas une grande souffrance, c'est pas une dépression, mais il y a une souffrance psychologique chez les adolescents, qui est physiologique. Alors maintenant, vous avez une petite idée sur l'adolescence. Vous avez l'adolescence avec tous ces bouleversements. Et là, en plus, vous allez avoir une maladie chronique à gérer. En tant que pédiatre ou en tant que médecin d'adulte, parce que vous allez voir qu'en tant que médecin d'adulte, vous allez avoir cet adolescent chez vous. Alors là, je vais un peu me répéter. La maladie chronique fait surgir un conflit chez ces adolescents entre deux systèmes. D'un côté, vous avez la poussée pubertaire qui stimule et qui conduit les adolescents à vouloir s'émanciper, à vouloir s'exprimer, les relations avec le monde, etc. Et d'un autre côté, vous avez cette maladie chronique qui le rend un petit peu dépendant, pas aussi autonome qu'il le voudrait. Il y a des contraintes, il sent qu'il y a des répercussions sur sa famille. Vous voyez, donc vous avez d'un côté l'adolescence qui nous pousse à nous émanciper, à nous autonomiser. D'un autre côté, vous avez la maladie chronique qui, un petit peu, on va dire, réprime un petit peu ses ardeurs. Alors, maladie chronique et adolescence, alors en plus des bouleversements connus, j'ai dit de l'adolescence, je répète, il y a gestion des stigmates, des contraintes liées à la maladie. Alors, quand on dit la maladie chronique, c'est en général soit asthme, soit épilepsie, soit diabète. Hein, d'accord? Donc, les contraintes, quand même, c'est les rendez-vous, on ne peut pas aller au sport comme on veut. Ce n'est pas évident pour l'adolescent. Vous avez aussi le vécu plus ou moins culpabilisant de savoir qu'on est malade, nos parents doivent nous emmener chez le médecin. J'aurais pu être un enfant normal, un adolescent normal, et ne pas, entre guillemets, de mes parents. D'accord? Il faut composer avec ses parents concernant les rendez-vous avec le médecin. Pour rentrer chez le médecin, il faut que le parent soit présent, etc. D'un côté, il doit être autonome, et d'un autre côté, il est toujours dépendant de ses parents. Alors, ce que je voudrais que vous reconnaissiez et que vous sachiez, c'est qu'on ne peut pas, en matière d'adolescence avec une maladie chronique, on ne peut pas se dire qu'on va traiter que la maladie chronique. Vous devez, dans votre relation médecin-malade, prendre en compte le fait qu'il soit adolescent. Donc une expression que j'aime bien, c'est qu'il est inefficace de prétendre traiter la maladie comme une réalité insulaire chez l'adolescent. Ce n'est pas une île comme ça qu'on va traiter. Alors, aspect situationnel imposé par la maladie chez l'adolescent. Alors, je me répète encore, dépendance médicale et restriction de la liberté personnelle. Donc, à cet âge, c'est sûr qu'on préfère marcher pieds nus et être libre que d'avoir un caillou dans sa chaussure. D'accord? Il y a vraiment cette liberté qui est entravée. Les conduites à risque, et là, il faut vraiment faire très, très, très attention. Vous avez ces adolescents qui sont malades, qui veulent redoubler d'efforts pour être au même niveau que les adolescents qui sont normaux. Et ça peut vraiment causer de gros problèmes parce qu'il y a un déni de la maladie et peut y avoir de graves accidents. Parce qu'ils veulent paraître normaux devant les autres camarades. Alors aussi, autre aspect important, il faut faire la distinction entre un enfant qui a eu le temps
d'être malade et de s'habituer à sa maladie et qui est devenu adolescent, et un adolescent qui perçoit cette maladie comme un traumatisme. Avant, il pensait qu'il était infaillible, invulnérable, et tout d'un coup, il a une maladie qui survient. Donc il faut savoir, un adolescent qui a une maladie chronique qui se greffe durant l'adolescence, c'est un traumatisme, c'est une rupture dans sa vie. Par contre, un enfant, je ne dis pas que ce n'est pas difficile, c'est difficile, mais durant l'enfance, il a eu le temps d'être soutenu, accompagné par les parents et par les médecins durant l'enfance. C'est un aspect qui est important à connaître. Alors, relation des soins avec les malades adolescents. Comment doit-on se comporter avec ces adolescents? C'est ce qui vous importe. Première des choses, évitez de parler qu'avec les parents. Il faut les considérer comme des personnes à part entière. On a besoin des parents, mais il faut prendre soin de faire rentrer les adolescents en premier, arrivé à un certain moment. Parce qu'ils vont commencer à se dire, on m'infantilise, on ne me donne pas ma place. D'accord? D'un autre côté, respecter cette autonomie ne veut pas dire de mettre de côté les parents. Parce que cet adolescent a besoin de partager la lourdeur et la charge de cette pathologie avec les parents. Donc il faut vraiment faire la part des choses et faire une balance entre autonomiser, pousser l'adolescent à être autonome, et d'un autre côté, laisser le parent porter un petit peu le poids. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'adolescent est très sensible à l'empathie. D'accord, il a besoin qu'on comprenne, qu'on se mette à sa place, qu'on le comprenne, mais la pitié, il ne supporte pas. Alors évitez mskin, ma'andash zahar, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être poussées à le faire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les adolescents sont exigeants sur les qualités juste, vrai, juste, injuste, vrai, faux. C'est-à-dire qu'ils aiment bien qu'on soit très clair avec eux. Ils n'aiment pas la langue de bois, c'est-à-dire utiliser des phrases détournées pour dire la chose. Il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'on a un petit peu peur de les traumatiser quand on parle, mais il faut essayer de leur faire confiance. Parfois, ils ont des capacités vraiment de résistance au traumatisme qui sont importantes. Donc, il faut voir à quel type d'adolescent on a affaire, mais essayer de ne pas trop utiliser des phrases trop longues parce qu'ils n'aiment pas. Il faut être direct. Alors, différence de niveau d'inquiétude et de ressenti entre ados et entre les parents. Vous avez l'adolescent qui va plus se questionner sur combien de temps je vais rester à l'hôpital, quand est-ce que je pourrais sortir, quand est-ce que je pourrais reprendre le sport, quand est-ce que je pourrais reprendre l'école, etc. Par contre, les parents, ils auront plus peur de perdre leur enfant. Est-ce qu'il va mourir, va pas mourir? Pourquoi est-ce qu'il est malade? Est-ce que c'est de notre faute? Quelles sont les causes? Génétiques, pas génétiques? Parce qu'en arrière-fond, il y a comme cette culpabilité qui est présente. D'accord? Donc vous voyez un petit peu les différences d'inquiétude entre les deux. Et quand vous avez affaire à un enfant et un adolescent, vous devez prendre en compte toujours les parents et les adolescents, qui ne ressentent pas forcément la même chose. Alors, concernant l'observance, il y a quelques idées reçues. On se dit que les adolescents ne prennent pas leur traitement. C'est vrai que la moitié refuse de prendre leur traitement, mais c'est la même chose pour les adultes. Par contre, si vous voyez un adolescent qui rejette catégoriquement de prendre son traitement, il faut se questionner, est-ce qu'il n'y a pas une dépression derrière? Parce que l'adolescent ne fait pas les dépressions avec ce retrait, être avachi, être triste. Il peut faire des dépressions hostiles, ce sera plus une agressivité, une impulsivité. D'accord? Et là, il ne faudra pas hésiter à faire un avis psychologique ou un avis pédopsychiatrique. Et ce qu'il faut savoir aussi, quand vous aurez fait cette évaluation pédopsychiatrique ou psychologique, votre travail ne va pas se terminer là. Vous aurez l'avis, vous allez récupérer le patient. Et là, il faudra vraiment être tenace parce que vous aurez tendance à ce qu'on appelle développer un contre-transfert, c'est-à-dire une agressivité envers cet adolescent, parce qu'il va devenir agaçant. Autre chose importante à savoir, c'est que l'adolescent doit être considéré à ce stade-là, donc adolescence, comme un partenaire. C'est plus comme un enfant, tu fais ce que je te dis. Parce que l'enfant, il fera ce qu'on lui dit, mais l'adolescent, il ne fera pas ce qu'on lui dit, si on ne le convainc pas. Alors, comment parler de la maladie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'avec l'enfant, on discute, mais vraiment, avec un adolescent, il faut vraiment discuter, c'est un débat. Il va se questionner sur beaucoup de choses. Et là, il faudra être prêt à répondre aux questions sans être gêné, parce qu'en général, il va parler de sexualité. Et là, il faudra en parler. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faudra avoir un langage clair et vous apprendre à ne pas être gêné vous-même par rapport à la situation. Parce que quand on est gêné, on va essayer d'éviter le sujet, ça ne va pas l'aider. Donc, il faut avoir un langage clair et éviter de lui sortir le cours de sa pathologie. C'est quoi l'asthme, c'est quoi le diabète ou c'est quoi l'épilepsie? Il n'a pas besoin de ça, il va sur Internet. Ils vont sur Internet beaucoup plus que nous, les adolescents, maintenant.
Bon, là, c'était juste pour illustrer, par exemple, si on n'est pas clair, le médecin qui dit « Sachez qu'en matière de cannabis, un homme averti en vaut deux ». Alors lui, il répond « Voilà bien, il va falloir que je double ma consommation de cannabis ». Pour vous dire qu'il faut être clair. Bon, c'est un peu humoristique, là. Hein. Alors, quand je vais parler de tout avec l'adolescent, maintenant, l'adolescent va se projeter dans l'avenir. Est-ce que je peux me marier? Est-ce que je pourrais avoir un enfant? Est-ce que je serais un bon parent? Est-ce que je pourrais faire le métier que je veux? Donc là, vous serez confronté à répondre à des questions beaucoup plus difficiles qu'à l'enfance. Possible qu'à l'enfance, il ne se posera pas la question. Il voudra savoir ce que je peux aller à l'école, faire mon sport, etc. D'accord? Et le même travail devra être fait avec les parents. Aussi, c'est très dur pour les parents. Avoir un enfant malade, on s'occupe de lui, c'est vrai que c'est un combat quotidien, mais projeter son enfant vers l'avenir, ce n'est pas du tout évident. Surtout, je vois, c'est est-ce que Radit Douj, est-ce qu'il va avoir un enfant? Est-ce qu'il aura une vie normale? Alors, prévoir la transition, parce que c'est vraiment prévoir la transition, et quand je parle de transition, ce n'est pas un transfert. Ce n'est pas j'ai fini avec le patient et je l'oriente vers un autre patient. C'est vraiment une transition qui doit se faire progressivement. Alors, la transition, donc c'est le passage d'une longue habitude de sollicitude pédiatrique, parce qu'il faut dire que le contact, la relation médecin-malade avec un pédiatre est différente de la relation avec un médecin d'adulte. Donc, je dis passage de cette sollicitude pédiatrique à une réalité de médecine d'adulte qui est beaucoup plus pragmatique. Et là, vous avez des appréhensions de tout le monde. Vous avez des professionnels qui ont peur, vous avez des pédiatres qui ont peur de laisser leurs enfants aller vers la médecine d'adulte. Vous avez les parents qui se demandent comment est-ce qu'on va être accueillis, comment est-ce qu'on va le prendre en charge, voir aussi des adultes aussi qui sont malades, voir leur état aussi, ça peut stresser, angoisser par rapport au futur. Nous, on voit, par exemple, en pédopsychiatrie, quand on a le service de pédopsychiatrie, on voit des choses, mais quand on va en psychiatrie adulte, on voit de tout. Des choses qui peuvent faire peur. On voit des patients en état de clochardisation, par exemple. Donc, ça peut vraiment angoisser. Mais encore qu'en pédopsie, en psychiatrie adulte, ça se passe beaucoup plus facilement parce que les services sont proches, les médecins se connaissent plus, mais de la pédiatrie à la médecine d'adulte, c'est quand même un autre monde. Alors, pour les parents, ils ont un sentiment de ne plus contrôler la maladie de leurs enfants. Ils se sentent impuissants. Ils sont plus inquiets par rapport à l'avenir de leurs enfants. Pour l'adolescent, rencontre avec des patients plus âgés, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui peut quand même les stresser. Et c'est une chose à laquelle ils n'ont pas été préparés forcément. Parce que vous avez quand même le pédiatre qui veut quand même essayer de protéger au maximum son enfant. Alors, comment doit se faire la transition? Déjà, elle doit se préparer dès l'enfance. Vous voyez, j'ai dit, ce n'est pas le transfert, la transition. La transition se prépare dès l'enfance, déjà chez le pédiatre. Déjà, on prépare dès l'enfance les parents, bon, pas les enfants, hein, c'est les parents à dire que voilà, votre enfant, cette maladie, c'est une maladie chronique, donc il va grandir, il aura toujours cette maladie. Ce n'est pas une maladie qui va guérir. Les parents vous posent la question, vous dites ce qu'aura dit Ibra ou pas. À l'adolescence, à partir de 12-13 ans, on doit déjà inciter les adolescents à être autonomes, à connaître leur maladie, à se prendre en charge. On doit nous le faire en tant que soignants et aussi les parents doivent le faire, même s'ils ont tendance à vouloir parfois les protéger. C'est rare les parents qui disent oui, je vais le laisser s'autonomiser. Hein. C'est plus tard, c'est vers 18 ans qu'ils vont dire il ne se prend pas en charge tout seul, etc. Le transfert. Alors les recommandations cliniques recommandent un âge flexible au transfert idéalement entre 18 et 21 ans. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se déroule actuellement, c'est entre 15 et 16 ans. Ensuite, émergence de l'âge adulte. Donc à l'âge adulte, quand on est en médecine d'adulte, la transition n'est pas terminée. On doit continuer à inciter le sujet à être autonome. D'accord ? Et ça va se faire grâce, bien sûr, aux médecins d'adultes, éventuellement, de préférence avec une collaboration du pédiatre avec les médecins d'adultes. Alors, prévoir la transition, 4 éléments clés contribuent au succès de la transition. Premièrement, le soutien des professionnels. Donc, chaque professionnel doit accepter et promouvoir le processus de transition et soutenir qu'il faut qu'ils partent. Parce que même parfois en pédopsie, je vois mes résidents qui préfèrent garder leurs patients, c'est nos patients. Et c'est parfois une déchirure de se dire qu'il faut les transférer en médecine d'adulte. Impliqués dans la prise de décision aux adolescents. Donc, on les incite à devenir autonomes et à connaître leur maladie. Et ça, on doit le faire nous et les familles. Troisième élément, soutien familial. Donc, c'est vrai, on pousse les familles
à pousser, à inciter leur adolescent à être autonome, mais en disant on négocie l'indépendance. Vous êtes toujours là pour surveiller, mais vous les incitez à être autonomes. Quatrième élément, gestion des différentes sensibilités professionnelles entre les pédiatres et médecine d'adultes, c'est-à-dire les pousser à collaborer entre eux. C'est vrai qu'il doit avoir un passage. Il doit avoir un passage à la médecine d'adulte, mais ça peut se faire graduellement avec une continuité. C'est pas c'est fini, je ne veux plus de vous parce que vous êtes adulte. Donc en conclusion, la transition donc n'est pas facile pour aucun des protagonistes, ni les adolescents, ni les parents, ni pédiatres, ni médecins d'adultes. Elle nécessite la prise en compte de plusieurs paramètres et devant se faire progressivement avec un esprit d'anticipation et surtout de collaboration. Je vous remercie pour votre attention.